Alors que l'Espagne revient à la normale et envisage désormais de traiter le Covid-19 comme une quelconque grippe, que l'Angleterre songe à une fin du pass très bientôt, la France, elle, par le biais de Gabriel Attal, annonce encore vouloir inciter les Français à se faire vacciner. Nous venons devant vous pour vous demander de nous donner les outils qui nous permettront aux restaurants, aux commerces, aux musées de rester ouverts. Nous venons devant vous pour vous demander d'être solidaires de nos soignants, de nos hôpitaux, de tous les malades qui pourraient voir leurs opérations retardées. Nous venons devant vous pour vous demander d'inciter une nouvelle fois, et plus fort encore, nos compatriotes à la vaccination. Nous venons devant vous, comme nous l'avons fait à chaque étape de la crise, pour vous demander de nous aider à protéger les Français. Cette épidémie est une épreuve, et nous l'affrontons ensemble. Et je tiens ici à souligner notamment l'extraordinaire et l'exceptionnelle mobilisation de nos soignants, de nos pharmaciens, des collectivités locales, de tous les bénévoles qui aident à tester massivement, qui aident à vacciner massivement, qui aident à protéger massivement notre pays. C'est grâce à eux que nous réalisons 12 millions de tests par semaine, que 53 millions de Français ont reçu au moins une dose de vaccin, que plusieurs centaines de milliers de nos concitoyens sont encore vaccinés chaque jour. Je voulais rendre hommage aussi à la mobilisation de nos professeurs, des personnels de l'éducation nationale et des parents d'élèves sur le pont malgré le virus et qui ont permis à nos écoles de rester ouvertes quand certains réclamaient de les fermer. Je veux rendre hommage aux Français, épuisés par la crise mais extraordinairement responsables depuis de longs mois. Nous refusons de faire peser la contrainte sur ceux qui ont pris leurs responsabilités, sur ceux qui ont fait le choix du collectif. Oui, nous choisissons de faire peser la contrainte sur ceux qui prennent un risque pour les autres et pour eux-mêmes, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas vaccinés. Mesdames et messieurs, je crois profondément, à l'heure où nos soignants sont exténués, à l'heure où les Français sont profondément lassés de ce virus et à l'heure où le virus est déchaîné, nous n'avons plus le temps. Alors nous prenons nos responsabilités et j'espère que cette fois nous le ferons tous. Les bars ont rouvert, la culture revit, le pays fonctionne et a redémarré plus fort parce que le vaccin préserve notre système de santé. Il y a un an donc, comme le monde entier, nous subissions. Aujourd'hui, nous pouvons choisir. Et le choix que fait ce gouvernement, cette majorité, il est clair, net, sans ambiguïté, c'est celui de la vaccination. Le choix de la vaccination, c'est le choix de la protection et celui de l'espoir. Nous le croyons et nous le voyons, notre seule voie de sortie de l'épidémie est d'atteindre la plus large couverture vaccinale possible dans notre pays. Pour atteindre une large couverture vaccinale, nous avons un devoir d'action. Nous cherchons l'efficacité maximale et nous poursuivons sur la voie qui a fait et qui fait encore ses preuves, celle de l'incitation maximale. Depuis 6 mois, l'incitation vaccinale a sauvé des milliers de vies dans notre pays. Nous l'avons vu cet été, quand après l'allocution présidentielle annonçant le pass sanitaire, 13 millions de personnes ont décidé de se vacciner. Nous l'avons vu à nouveau cet automne, quand l'intégration de la dose de rappel dans le pass a provoqué une nouvelle ruée salutaire dans nos centres de vaccination. Et nous le voyons depuis quelques jours, avant même l'entrée en vigueur du pass vaccinal, avec un fort rebond des primo-injections. Je rappelle 230 000 primo-injections rien que la semaine dernière, un record depuis la fin de l'été. Il est essentiel de rétablir l'ancienne normalité, sans masque ni limitation de l'interaction sociale, en concentrant les efforts sur la protection des personnes les plus vulnérables. Le Covid-19 doit être traité comme toutes les autres maladies. L'immunité acquise et l'avènement du variant Omicron le permettent. Carolina Darias, ministre de la Santé espagnole, souhaite un changement de stratégie pour l'Espagne et appelle le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, ECDC, à ouvrir de nouveaux horizons. Comme une épidémie de grippe, ça veut dire quoi concrètement ? Bien, écoutez, ça veut dire que l'Espagne est un pays formidable. Et à ce titre, il y a 2 études qui sont parues aujourd'hui dans la presse. Une première étude incroyable, c'est-à-dire que vous le savez, ici, chaque communauté autonome d'appliquer le pass sanitaire et bien les résultats montrent que la propagation de l'épidémie est inférieure dans les communautés autonomes qui n'ont pas adopté le pass sanitaire. C'est-à-dire qu'il y a moins de propagation de l'épidémie à Madrid qu'à Barcelone. Donc ça, c'est assez incroyable et il y a 10 points de différence dans l'évolution de l'épidémie entre les 2 communautés.
Et puis, l'autre élément, c'est qu'effectivement, on peut voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Et l'Espagne, clairement, souhaite voir le verre à moitié plein. Elle constate que, effectivement, le taux de mortalité a été divisé par 6 avec la vague Omicron. Et elle a envie de tourner la page. Et donc, les restrictions se lèvent petit à petit. Alors, je suis désolée, docteur Emmanuelli, on ne vous entend pas très bien, donc je ne vais pas pouvoir rester trop avec vous. L'image est figée, en fait. Donc, je vais vous laisser. Mais en tout cas, on a compris, on voyait ces images en même temps que vous parliez. Les laissez-passer Covid doivent être abandonnés ce mois-ci, janvier 2022, d'après Sajid Javid. Le secrétaire à la Santé a conclu que la certification Covid-19 n'est plus nécessaire à mesure que la vague Omicron s'atténue. Il a déclaré aux députés qu'il partageait leur malaise instinctif face à cette politique. Quoi ? Et pour lui dire, en fait, vous nous avez fait un petit numéro sur le fait que tout le monde était citoyen, que le président de la République avait été mal compris. C'est pas un numéro, hein. Que madame. Attendez, je vais vous dire. Vous allez voir pourquoi c'est un numéro. Que madame avait le droit d'avoir son petit pins et que tout le monde s'aimait et que vous preniez pas les gens, vous leur donniez pas un statut différent en fonction de leur vaccin ou pas leur vaccin. Moi, j'ai juste envie de rappeler un truc que personne ne sait, en fait. C'est que la semaine dernière. Un statut différent de citoyen, hein. Pardon. Oui, non, mais j'ai bien compris ce que vous avez dit. C'est pour ça que je résume le petit numéro, parce qu'entre temps, il y a eu la pub. La semaine dernière, à l'Assemblée nationale, j'imagine que vous avez participé au débat sur le pass vaccinal pendant la nuit, etc. Et même demain. Il y a une députée, je vous félicite, il y a une députée, les Républicains, qui s'appelle Anne-Laure Blin, qui a déposé un amendement, parce qu'on parlait de démocratie, d'accès à la démocratie, etc., justement visant à autoriser, à garantir l'accès des citoyens, y compris non vaccinés, à l'exercice de la démocratie, c'est-à-dire en gros au bureau de vote, parce qu'on a une élection présidentielle, ça ne vous a pas échappé, dans quelques mois. Cet amendement, monsieur le député, a été rejeté par votre majorité. J'aimerais savoir deux choses. Premièrement, qu'est-ce que vous avez voté, vous ? Deuxièmement, pourquoi ? Alors, je vais vous rassurer tout de suite, je n'ai pas souvenir de cet amendement. Alors je devais probablement ne pas être là au moment de l'amendement. Je ne l'aurais pas voté, de toute façon, cet amendement. Mais je vous rassure tout de suite. Pourquoi vous ne l'auriez pas voté aussi ? Mais parce que, dans la mesure, on ne va pas faire prendre des risques à des personnes qui ne sont pas vaccinées dans un lieu où défilent des tas de gens. Donc vous venez de dire que les non-vaccinés ne pourront pas aller voter. Ce seront leur choix que d'aller voter. Mais on va pas... Non. Attendez, ce seront leur choix que d'aller voter. Non, il y a une question très simple. Est-ce que les non-vaccinés pourront aller voter ? Il y a une question très simple, on voudrait une réponse très simple. Conseil d'État là-dessus. Les non-vaccinés pourront aller voter, bien évidemment. Voilà. Vous venez de dire l'inverse. Mais les non... Non, j'avais mal compris, alors excusez-moi. Les non-vaccinés ne pourront pas tenir un bureau de vote, ne pourront pas. Ils pourront participer au vote, mais pas participer à l'exercice de la démocratie. Ils iront voter. Mais j'entends bien. Ils vont voter, bien évidemment. Votre majorité, votre gouvernement a passé une consigne pour ne pas voter, pour rejeter cet amendement. L'amendement n'est pas nécessaire puisqu'ils peuvent aller voter. C'est protégé par droit la constitutionnel. Hein. C'était un amendement pour ils ont dit non. Ils ont dit non, c'est ça que je veux dire. C'est par la Constitution. Non. Au moment, c'est pas une question. Si tu votes pas quelque chose qui est dans la Constitution. Bernard Laporte. Vous savez, on a l'impression. Commission d'enquête sur la situation de l'hôpital. Nous sommes assommés par ce que l'on entend, confie la sénatrice Nadia Sologoub. Les mêmes mots reviennent, maltraitance et souffrance. Je ne sais pas comment on va revenir de ça. Puisque vous participez au Sénat à la commission d'enquête sur cette situation de l'hôpital. On a vu mardi le personnel des hôpitaux qui était en grève. Ils demandent plus de moyens, une hausse des salaires, plus de personnel. La fin de vos travaux approche sur cette mission d'information. Quel premier bilan vous pouvez en tirer ? Que vous disent les personnels soignants que vous avez auditionnés ? Alors, c'est pas un bilan, c'est une situation, je crois qu'on est assommé par ce qu'on entend. Alors, je précise bien que je ne suis pas présidente ni rapporteure. Bien sûr, vous êtes membre. Je suis membre, mais je suis avec vraiment une grande assiduité les travaux. Toutes les auditions sont passionnantes et toutes les auditions sont consternantes. Et à chaque fois, on sort assommé parce que c'est les mêmes mots qui reviennent, maltraitance et souffrance. Et sincèrement, je ne sais pas comment on va revenir de ça. Je ne sais pas. Ça veut dire que les mesures prises par le gouvernement, elles ne suffisent pas elles ne sont pas les bonnes ou est-ce que c'est de l'insuffisant ? Alors oui, pour l'instant, la solution n'est pas trouvée parce qu'il y a un énorme mal-être qui est profond. C'est pas que en termes de finances, c'est en termes de reconnaissance. Hier, on auditionnait des internes, des jeunes, les médecins de demain. Et dans la commission d'enquête, il y a beaucoup de médecins. Et je les voyais assommés. Il y en a une qui a dit à une jeune interne, mais moi, quand j'avais votre âge, je m'éclatais dans ma formation, j'étais passionnée. Et la petite, elle dit, mais moi, j'ai passé un an à envoyer des fax.
Voilà, donc on casse des jeunes qui font un métier de passion, c'est vraiment très grave et ils sortent de là. Je crois qu'il y en a un quart qui dit, il y en a seulement un quart qui disent que les professions hospitalières peuvent être intéressantes, mais est-ce qu'on seulement un quart? Oui, voilà. Je crois que c'est ça. Il y a des études qui sont en train de sortir, il y a pas mal d'études dans tous les sens. Mais d'une façon générale, c'est un métier de passion et on est en train de les casser avant même qu'ils commencent. Alors je parle des médecins, mais c'est pareil pour les infirmiers. On reçoit des SOS, des sages-femmes hospitalières. Moi, j'ai une amie qui est depuis 40 ans sage-femme qui me dit qu'elle va jeter l'éponge, que c'est plus possible, que voilà, on a l'impression vraiment d'arriver à un point de rupture. Par contre, je sais pas, on va essayer de faire des propositions parce que chacun amène sa petite pierre, mais c'est un sujet trop vaste, ultra prioritaire. On va parler. Pour nous, là, il va falloir continuer à se battre. Pourquoi? Pour débarquer la technocratie qui essaie de se mettre en place. C'est ça, parce que ça, là, à long terme, là, il est là le danger. Mais tu penses vraiment qu'ils vont, pendant quelques mois, qu'ils vont lever le couvercle sur la marmite, puis qu'ils vont laisser un petit peu d'ébullition, puis pour après remettre le couvercle, c'est ça? Ils vont nous donner du slack pendant quelques mois. Ils vont laisser, parce que ça pourrait partir dans tous les sens. À partir du moment où les gens n'ont plus peur, les gens vont discuter d'infamie, etc., puis ils vont se rendre compte qu'il y a eu une arnaque, tu sais... Oui, mais en même temps, c'est que si tu maintiens la pression, c'est qu'ils perdent du monde à chaque fois. Là. Ils en perdent aussi à mesure là, du monde. Et je pense que s'ils relâchaient tout, dans le fond, qu'est-ce qui va arriver? On va être tous contents de pouvoir faire ce qu'on a envie de faire et on va arrêter de penser à Alexis et à Sylvain pendant un bout. On va arrêter de se casser la tête avec c'est quoi les dernières nouvelles d'Omicron, de Delta, puis de trucs qui est trop con. Puis, dans le fond, c'est qu'on va être capable de vaquer à nos occupations normales et d'avoir du fun dans la vie. Et donc, ça veut dire que les gens, je pense, vont, s'il y avait un relâchement de pression, c'est qu'ils vont arrêter de se questionner. Parce que là, en ce moment, le danger, c'est pourquoi, dans le fond, on est en fin de pandémie, c'est pas parce qu'il y a une fin de virus, là. C'est justement parce qu'en ce moment, ils sont en train d'échapper la masse. Et donc, avant d'échapper complètement la masse, il faut qu'ils renversent complètement le narratif. Et c'est pour ça que moi, je pense qu'il serait plus efficace, ça serait de relâcher complètement la pression pendant un bout et de créer la prochaine crise, de s'entraîner pour la prochaine crise. Donne-leur pas des trucs, là, Sylvain. Non, mais c'est correct parce qu'on va quand même être là pour continuer à débattre. Mais là, tu dis essentiellement qu'ils veulent tirer les rideaux pour recommencer à comploter dans l'ombre, là, c'est ça? Oui, puis ils savent déjà c'est quoi. De toute façon, le plan a été écrit par l'Institut Rockefeller entre 2009 et 2012, je me souviens bien. C'est ça. Donc, ils savent déjà c'est quoi la prochaine opération. Faudrait que je regarde mes notes, là. J'avais déjà des trucs là-dessus. Sauf que je me suis tellement concentré sur la première. Je suis pas certain que ça va être une épidémie ou une pandémie encore le prochain coup. J'ai l'impression qu'il va y avoir autre chose. Ça va peut-être être lié au climat, peut-être, ou... Internet, une cyberattaque, quelque chose comme ça? Oui, c'est ça. Il va y avoir autre chose, parce qu'évidemment, je pense que là, s'il arrive avec un autre virus, là, le monde va faire... Exact, c'est ça. C'est donc, ça. Puis moi, tu sais, la cyberattaque, c'est parce qu'on sait que c'est par là que ça fait mal. Oui, puis ça continue à tuer l'économie. Hein, non, mais c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que leur gros point faible, c'est Internet. Oui. C'est ce qu'on est en train de faire là. Ils sont pas contents. Là, discuter librement. Moins, s'ils n'ont pas attrapé le Covid entre-temps. Parce que s'ils ont attrapé le Covid entre-temps, ils n'auront pas besoin de doses. Ça fera office de rappel vaccinal. C'est pour ça d'ailleurs que le pass vaccinal doit tenir compte de l'infection naturelle. Parce qu'une infection naturelle est probablement plus efficace que le vaccin pour protéger contre une infection ultérieure, en tout cas contre la gravité de l'infection ultérieure. Mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, est-ce que c'est entendable, les gens qui vont être qui sont vaccinés, et on se dit a priori ils sont plutôt protégés, à la limite il serait même mieux qu'ils attrapent le Covid, ils sont protégés des formes les plus graves et puis au moins ils auraient cette immunité naturelle pour ça. Ce serait irresponsable de dire ça quand on est comme vous, professeur infectiologue. Exactement. Oui. Mais en pratique, c'est un peu ce qui se passe de toute façon. Oui. Et le raisonnement tient la route. Oui, le raisonnement tient la route et d'ailleurs les personnes vaccinées ne rentreront pas à l'hôpital, très, très probablement. Mais on voit bien que le vaccin est efficace pour éviter de rentrer dans l'hôpital, mais n'est pas très efficace pour éviter la circulation du virus. Et c'est pour ça que le pass vaccinal n'a pas beaucoup de sens avec le variant Omicron. Alors à propos de vaccin, il se trouve qu'il y a un 5e... Bonsoir Fanny. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors juste avant de vous entendre, le plus simple c'est de l'écouter
le professeur Raoult. Il était l'invité ces dernières heures de Sud Radio. Écoutons-le. Ces vaccins ont augmenté l'épidémie. C'est les pays qui ont eu le plus de vaccins, qui ont le plus de cas actuellement. En France, 25% des cas de Covid sont survenus depuis moins d'un mois, qui est le même temps pendant lequel on a fait 15 millions d'injections vaccinales. Comment se fait-il que dans le pays dans lequel on a le plus de vaccinés, il y a le plus de cas? Voilà, vous l'avez compris, André Berkoff qui recevait le professeur Raoult. Fanny, on pose les affirmations, vous nous dites clairement si c'est vrai ou si c'est faux. La première, les pays les plus vaccinés sont les pays les plus touchés par l'épidémie aujourd'hui. C'est ce qu'on a entendu. C'est vrai ou c'est faux? Eh bien David, c'est vrai, c'est le cas des pays européens, à commencer par la France. 90% des plus de 12 ans sont complètement vaccinés, 78% de la population totale. Et quand on regarde les contaminations, eh bien la France est le 3e pays du monde le plus touché, derrière Chypre et derrière l'Irlande. Il y a beaucoup d'autres exemples par ailleurs. Le Danemark, 80% de sa population est doublement vaccinée. Et il est, vous le voyez, le 5e pays européen en termes de contamination. Encore plus frappant, le Portugal, 90% de personnes totalement vaccinées, un record en Europe. Et il est le 6e pays du continent pour les contaminations. Et on pourrait en citer beaucoup d'autres. L'Espagne, l'Italie, la Belgique ou même Israël, l'un des pays les plus vaccinés du monde, en tout cas en ce qui concerne la population adulte. Et là-bas aussi, Omicron s'emballe. Dans le reste du monde, c'est aussi le cas de l'Australie. 77% de sa population est complètement vaccinée. Et pourtant, aujourd'hui, elle fait face à un mur de contamination. C'est le cas aussi de l'Argentine, alors qu'à l'inverse, dans la plupart des pays africains, vous le voyez, eh bien, ils sont très peu vaccinés et très épargnés en même temps par cette épidémie. Donc, il y a clairement un parallélisme. Y a-t-il une causalité? C'est toute la question.